Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un abonné, d'accord, qui a laissé un commentaire ici. Et déjà, je tiens à le remercier d'avoir pris la peine d'écrire un si long commentaire. Ok, le commentaire est sur la vidéo ici concernant Eramet. Et on avait Elionis qui n'est pas très d'accord avec ce que j'ai dit sur Eramet. Donc techniquement, moi, je suis resté très quantitatif. Et j'avais dit Eramet, franchement, il y a mieux ailleurs. Ok, pour faire simple. Il m'a envoyé un très long commentaire avec ses arguments. Ok, on va lire avec attention. Et encore, je tiens à préciser une chose. Je remercie Elionis parce que quand quelqu'un prend du temps dans sa vie, le temps c'est important, pour venir pour mettre un si long commentaire afin d'expliquer son argument ici, pour que tout le monde puisse en bénéficier, c'est toujours quelque chose que j'apprécie particulièrement. Comme tous les commentaires d'ailleurs, il n'a pas besoin d'être très long. Ok, j'apprécie particulièrement. Bon, dans le cas d'Elionis, c'est une discussion entre lui et moi. Donc, je vais adopter ce ton-là. Ce n'est aucunement, je donnerai mes arguments, ce que je pense. C'est comme s'il m'avait parlé de cette compagnie-là. Je dis, ok, Elionis, je suis d'accord avec toi. Mais voilà ce que je pense. Donc, j'espère juste que ça pourrait également, c'est juste pour qu'on puisse avancer tous les deux dans un sens, dans le même sens, ou bien dans le sens contraire, mais au moins, on a partagé chacun nos arguments. Ok. Donc, Elionis dit ceci. Personnellement, je pense qu'on est au début d'un super cycle sur les matières premières. Je vous engage à regarder cela sur Internet. Les minières sont déjà montées à des multiples de valorisation de X30 par le passé. Jamais le poids des matières premières n'avait été aussi faible par rapport à l'ensemble de l'économie. Un rattrapage est en cours. Ok, sur ce premier argument-là, j'aime bien quand tu m'envoies les liens également. J'aimerais bien voir où est-ce que tu as vu ça. Parce que moi, je me souviens d'une chose, à chaque fois que les commodités montent, et je te dis que la première fois que j'ai perdu en 2014 comme ça, 2014, 2015 par là, au plus haut ici du dernier pic au niveau du prix des commodités. Tu peux aller regarder en regardant à peu près le Commodity Price Index. Je pensais également la même chose. Tout le monde le disait. Super cycle, début de super cycle, ça ne peut qu'augmenter. Elle se négocie à, 5 fois les bénéfices. Est-ce elles sont sous-évaluées? Il y a de fortes chances que ça continue à augmenter. J'ai misé toute la maison dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te laisse aller regarder le prix en question. Mais après, cette période-ci est peut-être différente. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est ceci. Les compagnies cycliques ne jamais s'y intéresser quand le prix de la commodité est à un niveau assez élevé. Tout simplement parce que c'est à ce moment-là que ces entreprises-là commencent à être de plus en plus indisciplinées. D'accord? Dans le sens où elles auront tendance à produire de plus en plus. Et quand tout va mal, c'est là que tu peux reconnaître qu'à peu près les entreprises qui ont des avantages concurrentiels parce qu'elles auront tendance à perdre moins d'argent que les autres. Ici, je pense que Eramet, c'est du manganèse, du nickel, un tout petit peu du lithium, encore que ça, c'est encore naissant. Et à chaque fois que tu regardes le minerai qu'on extrait, demande-toi quels sont les coûts de production et où est-ce qu'elle se situe ici sur la courbe des coûts de production. C'est-à-dire que le prix aura tendance à fluctuer. Ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, est-ce que Eramet à un prix X aura tendance à gagner de l'argent ou à perdre de l'argent? Donc, regardez ici le cash cost curve. Donc, que ce soit du nickel, du manganèse, etc. Parfois, tu peux trouver ça sur Internet également. Donc, tape ça sur Google, tu vas trouver. D'accord? Je pense que c'est quelque chose que tu peux retrouver. C'est généralement Wood Mackenzie qui le fait ou bien S&P Global qui le présente généralement. OK? Pour toutes les commodités. Donc, moi, j'aime bien les commodités. Dans cette entreprise, dans ce secteur d'activité, ce sont les entreprises qui ont les avantages. L'avantage concurrentiel ici, c'est celles qui ont les coûts de production les plus bas du marché. Parce que celles-là, c'est elles qui fixent le prix. Si le prix de la commodité est à un niveau assez élevé, on aura tendance à exploiter les mines qui ont des coûts de production plus élevés. On les liquide rapidement. Si les coûts de production ont tendance, si le prix du minerai baisse, on aura tendance à exploiter les meilleures concessions minières. D'accord? On aura tendance à les exploiter. Donc, ce qui veut dire qu'en période où on gagne beaucoup d'argent, pas de problème, on exploite celle qui a les coûts de production les plus élevés. On gagnera quand même de l'argent, on liquide ça rapidement. Et en période où on perd de l'argent, on va exploiter nos meilleures mines. Et généralement, c'est une information que vous aurez uniquement en regardant comment est-ce qu'une entreprise s'est comportée en période difficile. Et quand moi je regarde Eramet là, je vois déjà qu'en période difficile, c'est pas facile pour elle. OK? Donc, est-ce que ça a changé entre-temps? Point d'interrogation. Je t'encourage également à aller regarder le cash cost curve. Le fait que la valorisation soit à X30 par le passé, c'est bien.
Mais le problème ici, c'est que on veut que la valorisation soit à X30, mais qu'elle demeure à X30. C'est bien le X30, mais je veux savoir, si c'est $1 de bénéfice net à 30 fois les bénéfices ici, admettons même qu'on est surévalué, à 30 fois c'est élevé, si cette compagnie a la capacité de générer, de doubler les bénéfices sur une période ici de 5 à 10 ans par là, donc quand on dit doubler là, ça ne veut pas dire qu'on quitte de $1 à $2, après on revient à $1, à 0,5$, non, ça veut juste dire que on quitte de $1 à $1.10, $1.20, $1.30, etc. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit une ligne droite, on cherche la stabilité. Or, si c'est $1, dépendamment des périodes ici, on ne sait pas, peut-être qu'on aura $2 dans 10 ans, dans l'année prochaine, et après l'année prochaine, on va retourner ici à $1, bah, en fait, elle est juste à $1. Et si son multiple, généralement, de valorisation, c'est 15 fois les bénéfices, ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, on est surévalué. Point barre. Elle peut se négocier à 30 fois à un moment donné, tant mieux, mais laisse-moi te dire que ça, là, quand ça arrive, d'accord, quand ça arrive, c'est souvent le meilleur moment de prendre ses jambes à son cou. Et à 30 fois les bénéfices, généralement, tu vas même voir ces multiples-là quand les prix baissent. Parce que ces entités-là redeviennent intéressantes quand le prix baisse et que le PER augmente. Oui, malheureusement, il faut aller dans le sens contraire quand tu veux investir dans ce genre de compagnie-là. Ça, c'est ce que moi j'ai retiré de c'est l'enseignement que moi j'ai retiré de mes périodes sur les commodités. Parce que c'est un secteur que j'aime bien. Mais je sais également quel type d'entreprise je vais aller regarder. OK? On continue. Eramet a déjà touché 160 l'année passée, puis ça s'est tassé avec la guerre en Ukraine, mais surtout les craintes de récession. C'est positivement ce genre d'entreprise qu'on ne veut pas. Tu as touché $160, ça ne veut rien dire du tout. OK? On parle ici de bénéfices nets. D'accord? Regardez les bénéfices nets. Parce que le fait qu'elle ait touché $100, je ne sais pas quoi, ça n'a aucune... En fait, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas un argument valable quand tu veux investir à long terme. Ça, c'est pour les traders, ça. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que tu es un trader, moi je n'en sais rien, mais moi je n'en suis pas un. OK? Donc le fait qu'elle ait touché $160, etc., ce n'est pas mon problème. Si elle a touché $160 maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les bénéfices nets sont stables? Et quand tu peux le voir ici, rien du tout. Tu peux peut-être regarder les operating cash flow ici, mais même en operating cash flow, quand tu regardes ça, c'est pas facile ce business-ci. Et si on va même regarder les free cash flow à la fin de la journée, tu constates donc que ici c'est rien du tout, comme je l'ai montré sur la dernière vidéo. OK? Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas gagner de l'argent dans les mois à venir, mais tu ne devrais pas l'acheter à des multiples assez élevés, tout simplement parce que ces rendements-là, ces bénéfices nets-là sont fragiles, parce que cette entreprise est un price taker. D'accord? On continue la lecture de ce commentaire-là. Encore une fois, c'est une discussion, hein? Ce n'est pas une confrontation, c'est une discussion. Je te donne mes arguments. OK? Je suis investi. Très bien, donc tu as un biais positif, ne l'oublie jamais, tu auras tendance à regarder uniquement les informations qui vont dans ton sens. Et ça, c'est une erreur. Il faut toujours essayer de détruire ton argumentaire de base. Ça te permettra ici de le renforcer à la fin. Parce que si moi, je te donne l'argumentaire comme quoi ici, je ne crois pas qu'on soit sur un super cycle, selon X ou Y, Z, tu vas dire, OK, je vais t'écouter, je vais aller regarder tes arguments et on va vérifier ici si, voilà, je campe quand même sur les miens. Il suffit juste pas de rejeter cela comme ça du revers de la main et se dire OK, ça va jamais arriver. Non, parce que ce que tu me dis présentement, je ne dis pas que c'est faux, mais également je vais aller vérifier de mon côté. Mais pour le moment, je partage ça avec toi. Donc on dit ici que tu investis. Donc tu as un biais positif, ça veut dire que tu auras tendance uniquement à regarder les bonnes informations. La plupart des analystes tablent sur 180, 210 l'action par exemple. Personnellement, on s'en fout, techniquement, parce que ça ne sert à rien. Il table sur 180, $210. Pourquoi? Sur quel élément? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. D'accord? Donc, ce n'est pas un argument ici, le fait que les analyses soient positives par rapport au prix. Si par rapport aux bénéfices nets, etc., par exemple, c'est 5 fois les bénéfices nets, peut-être parce qu'ils se disent que la pollution va augmenter, la Chine, etc., là, ça devient un argument. D'accord? On est d'accord. OK? Mais je ne suis pas... D'habitude, le price target ne va pas... Ça ne sert à rien d'aller le regarder. Regarde ici le target au niveau des bénéfices nets de la compagnie ou bien des revenus, etc. OK? Donc, quand moi, je regarde, par exemple, Eramet, juste simple. Nous avons une entreprise ici, on se base là. Nous avons une entreprise ici qui aura tendance à augmenter ses bénéfices... Enfin, elle a eu des bénéfices nets assez élevés en 2022, moins élevés en 2023. Pourquoi? Les risques de récession. OK? D'accord? Qui ne nous dit pas qu'on aura également ces risques de récession pour les mois à venir? J'en sais rien. À la fin de la journée, la consommation va peut-être ralentir.
Donc, faites attention. Ok, de toutes les façons, il faut souvent regarder ici là, le supply and demand ici. Donc, c'est-à-dire que l'offre et la demande par rapport à ces commodités ici. Quand le prix baisse, la demande a tendance à rester assez stable et l'offre a tendance à diminuer parce que le prix a baissé. Et quand le prix augmente, la demande a tendance à rester stable. Faites attention, elle est plus stable que l'offre. Donc, quand les prix commencent à augmenter, ok, l'offre également aura tendance à augmenter au point de dépasser la demande. Donc ici, c'est vraiment, il faut gérer l'offre et la demande ici. Moi, j'aime bien aller regarder la moyenne, d'accord? C'est une bonne chose pour moi. Je ne dis pas également qu'il n'y aura pas de nouvelles utilités pour le nickel ou le manganèse, je ne sais pas ce qu'elle exploite réellement ici, mais ça reste le même raisonnement, même si c'était le pétrole. Ok? So, on continue ici. La pression sur les métaux est nouvelle. On ne peut pas vraiment parler de cycle. Eramet va produire du nickel, du manganèse et du lithium tout en lien avec la transition écologique. Ok, donc tu veux dire ici qu'il y a un cycle de croissance ici sous-jacent. C'est bien. Mais dis-toi également qu'il y a un certain prix que cette transition-là ne va pas accepter. Parce que si ça coûte plus cher, la transition énergétique si ça coûte plus cher parce que les minerais le prix des minerais s'est envolé, il y aura un ralentissement tôt ou tard. Aussi simple que ça. Parce que dis-toi ici que oui, transition énergétique, c'est bien, mais il y a des répercussions sur l'économie. Si on fait transition énergétique pour que le courant l'énergie coûte de plus en plus cher, ça n'a pas de sens. Ou bien la construction coûte de plus en plus cher, ça n'a vraiment pas de sens. Ça met encore une pression supplémentaire sur les poches des gens. Donc, ça peut également ne pas bien se passer. Mais ça, c'est un bon argument, par contre. Mais laisse-moi te dire que c'est un argument que tu vas écouter partout, surtout quand le cycle est haut. Ce qui va, comme je revenons ici au début, c'est bien, c'est un argument sous-jacent, mais entre-temps, transition énergétique, il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Pose-toi la question à savoir, Eramet, quels sont les coûts de production d'Eramet, les coûts de production du nickel, du manganèse et du lithium. Une fois que tu as cette information-là, qu'importe le prix de la commodité, si les coûts de production sont à des niveaux assez bas dans le cash cost curve ici, tu es parfait. Regarde ceci. C'est à ça que ressemble le cash cost curve, ou bien le nickel asset curve, nickel asset cost curve. Tu vois ici que l'entité, d'accord, qui a les coûts de production les plus bas du marché, ça date de 2022, c'est la compagnie qu'on appelle Norilsk, ok? Je pense que c'est une compagnie, est-ce qu'elle est russe? On va essayer de regarder si on a l'information ici, Norilsk, ok, on a Norilsk ici, c'est une compagnie russe. Je prends Norilsk, je la regarde ici sur mon graphique. On parle du nickel, n'est-ce pas? Elle a les coûts de production les plus bas. Qu'est-ce que tu constates? Norilsk a toujours gagné de l'argent, oui ou non? Et je te rappelle que le prix de la commodité était à un niveau assez bas de 2014 à aujourd'hui. Si on peut aller regarder ici le prix du nickel, d'accord? J'aime bien ça. Nickel price, ok? On va le mettre ici. History. Donc, on peut regarder ici nickel price, trading économique ici. Donc, on va aller regarder ça de 1993 à 2002. Donc, quand on dézoome un tout petit peu, on met all. Tu vois ici que le prix du nickel ici la baisse a commencé en 2014 par là. On avait déjà commencé bien avant. Ok. Donc, jusqu'en 2016. De 2016 à aujourd'hui, on a une augmentation. Et de 2016, quand est-ce que l'entreprise qu'on appelle Eramet a commencé à gagner de l'argent? Et comme tu m'as mentionné ici tantôt, Eramet a peut-être changé entre-temps. Quand est-ce que Eramet, elle a commencé à gagner de l'argent? Réellement, en 2 ans consécutifs ici, 2 années consécutives ici. La première fois, c'était entre 2017 et 2018. Après, rien du tout. Et après ça, on a 2021, 2022, peut-être 2023. Mais entre-temps, quand tu compares avec Norilsk, tu auras plus tendance à préférer quelle entreprise entre les deux? De toi à moi. Dis-moi la vérité. La réponse, je la connais déjà. OK? Tout simplement parce que celle-ci gagne de l'argent, même en période difficile, elle en a gagné. Peut-être même plus que ça. Parce qu'elle a les coûts de production les plus bas du marché. Quand tu vas regarder les entreprises comme BHP, Billiton, d'accord? Tu vas voir que cette entreprise-ci, même qu'importe la variation du prix de la commodité dans son domaine, elle a tendance à gagner de l'argent. Il faut normaliser les résultats. On ne veut pas une entreprise qui perd de l'argent parce que le prix a baissé. Non, ça veut dire qu'elle a les coûts de production les plus élevés. Donc, ton argumentaire concernant le fait qu'on soit sur une tendance de fond, une tendance de croissance de fonds ici, c'est bien. Mais dis-toi également que est-ce que c'est vraiment cette compagnie-ci qui va te permettre de pouvoir en bénéficier pleinement? Ok? Lithium, tout ça, ce sont des buzzwords. Va vérifier les coûts de production. Qu'est-ce qu'il y a comme coût de production par rapport à SQM ou bien par rapport à la compagnie? Il y a une entité qui le nom m'échappe ici, mais on en a déjà parlé ici sur cette chaîne-ci. Ok?
On continue. On ne peut pas parler d'entreprise cyclique quand ce qu'elle produit est vital pour les techs les plus modernes, voies électriques et les voitures électriques et les dynamiques de transition écolo qui sont des mouvements de fond. Si on parle de cyclique quand tu ne fixes pas le prix, non, cyclique. Si tu es un price taker, tu es cyclique. Oui, il y a la tendance de fond, c'est vrai, enfin, ou c'est peut-être vrai, d'accord, mais dis-toi également que si le prix du lithium arrive à un certain niveau ici, les entreprises qui exercent ici dans le secteur automobile auront tendance, n'est-ce pas, elles auront tendance à trouver des moyens pour consommer moins de lithium. Ne l'oublie pas. On va peut-être favoriser l'hybride ici. D'accord ? Faut pas voir ça uniquement avec des lunettes roses. C'est parfois plus complexe que ça. Donc, c'est vital entre parenthèses, mais c'est cyclique. Et quand c'est cyclique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. D'accord ? Et quand ça monte, ça descend, on veut normaliser les résultats. On s'en fout de savoir si on gagne plus aujourd'hui. Tout ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on a une moyenne de bénéfices. Donc, et encore une fois, je te ramène sur l'exemple ici de Norilsk. Tu peux voir qu'ils ont les coûts de production les plus bas et ils ont tendance à gagner de l'argent, même en période difficile. C'est-à-dire que c'est cette entreprise-là qui va m'intéresser. Donc, on continue. On parle d'une demande augmentée de 3000% d'ici 8 ans sur certains métaux. Il y a peu de producteurs, plus un monde qui devient multipolaire avec des restrictions d'approvisionnement. On ne peut pas acheter US, chinois, russes, etc. en fonction de l'alignement politique du pays acheteur. C'est sûr que le fait qu'il y ait ces problèmes au niveau de la géopolitique, etc., ça dépend jusqu'à quel niveau de coût de production. D'accord ? Une fois qu'on va se rendre compte que les coûts de production sont peut-être meilleurs ailleurs et qu'on a besoin de ce minerai-là, on va ouvrir un tout petit peu. Parce que laisse-moi te dire que ces gens-là sont très cyniques. C'est l'argent qui compte avant tout. OK ? C'est l'argent qui compte avant tout. Le fait que ça va augmenter de 3000% d'ici 8 ans, 3000% de quoi ? En termes de volume de consommation ? OK, il ne faut pas se laisser berner ici par les chiffres. 3000%, ça peut être volumineux, mais parle en termes de taille du marché, par exemple, ça peut être assez intéressant d'ici 8 ans. C'est bien, mais 8 ans, c'est long, n'est-ce pas? D'ici à 8 ans, tu penses que le prix du nickel va rester sur le prix du nickel sera à peu près stable? Moi, je ne pense pas. Le nickel va avoir tendance à fluctuer comme c'était la base, comme c'était comme c'était à peu près à cette période-ci, d'accord ? On va avoir tendance à fluctuer. Hausse, baisse, peut-être qu'on va se limiter à ce niveau-ci, mais déjà, si Eramet n'est pas capable de gagner de l'argent à ce niveau-ci, tant pis. Et ça, je parle juste du nickel, manganèse, etc. Peut-être que c'est à peu près le même raisonnement ici, d'accord ? Lithium également, c'est le même raisonnement, ok ? Donc, fais attention. On continue. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est pas qu'un point qui se tient, mais pas trop d'optimisme. Attention. Toujours normalisation des résultats. Donc, la demande fait le prix, n'est-ce pas? Or, on a de grosses attentes sur une augmentation croissante de la demande. Eramet est actuellement valorisé à 90 alors qu'on est sur une crainte de récession, alors que la Chine... Donc, crainte de récession, la demande ne sera pas élevée. Elle aura tendance à diminuer, attention. Parce que qui va acheter les produits en question? Donc, n'oublie pas ça. Alors que la Chine n'a pas encore vraiment redémarré, et encore, si elle redémarre, dis-toi que les Chinois également ont leurs problèmes. Notamment, il y a la plupart du cash de la population, enfin, on va te dire que de la population ici chinoise est immobilisée dans l'immobilier. Immobilisé ici dans le patrimoine, sur le patrimoine immobilier. Or, tu vas voir ici qu'il y a des villes qui sont... on a des villes fantômes en Chine. D'accord? À quel moment ça va péter? Je ne sais pas si ça va péter, moi je n'en sais rien parce que le gouvernement fait tout ici pour à peu près cloisonner le tout, d'accord, pour que ça ne se ressente pas. Mais à quel moment ça va péter? Et si ça arrive, comment est-ce que ton entreprise va se comporter? D'accord? Ça pourra avoir une influence sur n'importe quelle entreprise. Encore une fois, oui, la Chine n'a pas encore vraiment redémarré, etc. Oui, la Chine va continuer à croître, mais la croissance qu'on a connue par le passé va peut-être ralentir. L'Inde également est là, ils vont avoir tendance à consommer. Dépendamment des marchés finaux ici. Donc ici, tu parles beaucoup de voitures électriques, c'est bien, mais dis-toi également que ça dépend des poches de tout un chacun. Donc, que va-t-il se passer quand notre regard se portera sur le redéploiement économique? Ce n'est pas une valeur de rendement, certes. Oui, elle a distribué du dividende cette année, mais je ne pense pas que cela soit ce qu'il faille jouer. Bah oui, c'est ça. En fait, il faut privilégier le rendement.
En réalité, parce que tôt ou tard, le prix de la commodité va diminuer, va fluctuer. Et tu risques de te retrouver dans une situation où voilà, tu achètes ton entreprise à 160 dollars, tu ne peux même pas avoir 1% de rendement de dividende ici en date d'aujourd'hui. Donc, si tu es sur une tendance court terme, peut-être que ça pourrait fonctionner, mais là, tu vas fonctionner avec tes traits de courbe, etc., tes droites, tes machins. D'accord? Mais en termes d'investissement ici, réellement, c'est vraiment les coûts de production des ramètres que tu dois aller regarder. C'est cette question-là c'est la question la plus importante. Et si tu arrives à y répondre ici, tu auras tout compris. Tu vas pouvoir investir sereinement. Tous les arguments que tu avances tantôt peuvent être déconstruits également. On peut également les déconstruire, d'accord? Mais ils ne sont pas mauvais. Je suis bien d'accord avec toi. S'il y a une tendance de fond, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas une valeur de rendement. Oui, elle a distribué du dividende cette année, mais je ne pense pas que c'est ce qu'il faille jouer. À noter, son endettement a été fortement réduit, divisé par 4, et elle s'est débarrassée de Eurasteel et Aubert, Eurasteel, Aubert et Duval, qui étaient deux de ses filiales déficitaires, donc Eurasteel et Aubert et Duval. Donc, Aubert et Duval, ça doit être la même entreprise ici. OK? C'est une bonne chose qu'elle ait réduit son endettement. C'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que l'argent qu'elle a gagné tantôt ici permet ici de renforcer son bilan financier parce qu'en période difficile, elle pourra tenir. Sinon, elle va augmenter le nombre d'actions et on va être dilué. D'accord? Donc, qui étaient des filiales déficitaires ici, vendues au conglomérat Dassault, Airbus et Safran pour se concentrer sur l'extraction minière. OK. C'est bien. Elle a essayé de se changer, elle a essayé de se reconcentrer ici sur un cœur de métier sur lequel elle a peut-être ici un avantage concurrentiel. Mais comme je t'ai dit, quels sont les coûts de production dans cette zone-là? C'est ce qui est important. D'accord? Donc, tu verras que dans tout ce que tu as dit, l'information vraiment qu'il faut aller rechercher, hormis tout ça, là, regarde les coûts de production. Et compare-les aux compagnies comme Norilsk. Où est-ce qu'elles se situent? Si en termes de coûts de production, nous avons une entité qui est à ces niveaux-ci, non, ça ne marche pas. Vaut mieux qu'elle soit à ces niveaux-ci. D'accord? On te dit ici que par rapport à la production de nickel, donc si tu veux à peu près 400 000 tonnes de nickel, à partir de 400 000 tonnes, voilà ce que le dernier producteur ici est prêt. Si tu veux 400 000 tonnes, voilà ce que le dernier producteur est prêt à te donner comme prix minimum. Dans un prix qui ne va pas en dessous de ce coût de production. Personne ne va produire en dessous de ce coûts de production. C'est une perte assurée. Si la consommation moyenne est de 800 000 tonnes, donc voilà le dernier prix qu'on peut accepter ici. Et fais également attention parce que ces entreprises-ci sont des bandits. Parce qu'ils auront tendance à te donner la véritable information quand le prix est bas. Donc quand on te dit ici qu'on est à 800, on est à peut-être, je ne sais pas moi, 6 dollars la livre, ou bien 5 dollars la livre ici, ok, dis-toi que c'est peut-être même plus bas que ça. Mais c'est une information stratégique que tu verras seulement en période difficile. Donc, retrouve l'information en 2016, la même information ici, tu auras les bonnes réponses. En tout cas, j'espère que ça va t'aider, cette partie-là. Donc, si on va en conclusion, si tu veux vraiment investir sur Eramet, concentre-toi sur les coûts de production. Va rechercher l'information concernant les coûts de production des Eramet et tu compares ça par rapport à ses concurrents, que ce soit sur le manganèse, le lithium, etc. Pas besoin de regarder la taille, les volumes, etc. Regarde les coûts de production, c'est la vraie information. C'est là où se cache l'avantage concurrentiel. Parce que ces gens d'entreprise, elles sont price takers, donc le prix aura tendance à fluctuer. Aujourd'hui, elle va gagner plus, demain, elle va gagner moins. Mais vu également que cette industrie-là a tendance à mal se comporter, quand le prix est haut, ils produisent énormément. Or, à un moment donné, si la demande ne suit pas, ça ne va pas fonctionner. La demande ne suit pas à court terme, moyen terme. À long terme, peut-être que la demande sera là, mais il faut faire attention. En tout cas, c'est ce que je voulais dire ici par rapport à ce commentaire. Je te remercie pour ton temps. J'adore ce genre de commentaires. Là, ça nous permet de discuter comme ça. OK? Mon but n'est pas de te convaincre. Je te donne mes arguments. Et s'il fallait retenir une seule chose, regarde les coûts de production. Et j'espère que ça va t'aider. D'accord? Donc ici, moi, je ne sais pas, je te souhaite de faire de l'argent sur Eramet. OK? C'est tout ce que je te souhaite. Mais ne va pas miser ta maison sur Eramet, s'il te plaît. Regarde également s'il n'y a pas meilleure entreprise que ça dans le même secteur d'activité. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.